Lors d'un mariage auquel nous avons assisté, mon épouse a dansé toute la nuit avec son meilleur ami, l'ignorant complètement. Quand quelqu'un a demandé si elle était mariée, elle a répondu « pas vraiment ». Ça ne compte pas quand il est ennuyeux. Ils ont ri. Moi, je n'ai fait que regarder. Le lendemain matin, elle s'est réveillée seule. Mon mariage s'est donc terminé samedi soir dernier. Il n'y a pas eu de grosses disputes, pas de cris, pas de vaisselle jetée. Il s'est terminé par un rire. Son rire. Un petit son faux et méchant dans la salle de bal d'un hôtel chic qui m'a tout dit. Revenons en arrière. Je m'appelle Thomas. Mon épouse, enfin mon ex-épouse maintenant, je suppose, s'appelle Olivia. Nous étions mariés depuis 4 ans. En apparence, tout semblait aller bien. Une belle maison, de belles voitures, tout ce qu'il faut. Mais sous la surface, les fondations étaient minées. Je le savais depuis environ 1 an. Je suis quelqu'un de très observateur. J'ai remarqué des choses. Et ce que j'ai remarqué, c'était Benjamin. Benjamin est son meilleur ami, son frère de cœur. Pendant les premières années, j'ai essayé d'être le mari cool et confiant. Je me disais que leur histoire n'était que du passé. Mais la dernière année, après notre mariage, quelque chose a changé chez elle. Son sentiment de droit acquis a grandi et son respect pour moi a diminué en proportion directe. Les signaux d'alarme sont passés de petits battements au loin à d'énormes drapeaux flottants juste devant mon visage. C'étaient les SMS constants. Le téléphone toujours incliné loin de moi dès qu'il envoyait un message. C'était la façon dont elle le mentionnait dans chaque conversation, comparant mes choix à ce que Benjamin aurait fait. Le moment où j'ai su que je devais commencer à planifier ma sortie, c'était il y a environ 8 mois. Nous planifions un voyage pour notre anniversaire. J'avais passé des semaines à chercher une cabane isolée dans les Alpes, le genre de retraite paisible que je savais que nous aimions tous les deux autrefois. Quand je lui ai montré les photos, elle semblait peu impressionnée. Le lendemain, elle est venue me voir avec un nouveau plan. Benjamin disait que nous devrions plutôt aller dans ce nouveau complexe sur la Côte d'Azur. Il est censé être incroyable. Ce n'était pas une suggestion. C'était une décision qu'elle avait déjà prise avec lui. Mes plans étaient sans importance. Nous sommes allés au complexe. J'ai passé 4 jours à la regarder lui envoyer des photos de la vue par SMS. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas un mari cool. J'étais un simple intermédiaire, un pourvoyeur, l'infrastructure ennuyeuse et fiable pour la vie passionnante qu'elle menait avec d'autres personnes. Alors, j'ai arrêté d'être un paillasson. Je l'ai fait discrètement. Je ne suis pas du genre à faire de grandes scènes dramatiques. C'est son domaine. Je suis un planificateur. J'ai commencé à faire des préparatifs. Le premier appel a été à un avocat, un homme pointu que mon ami m'avait recommandé. J'ai eu une consultation de 90 minutes juste pour comprendre mes droits et responsabilités. La maison était à mon nom, achetée et payée avant que je ne la rencontre. C'était le plus important. Il m'a conseillé sur la manière de protéger mes autres biens. Le lendemain, j'ai commencé à transférer mon argent. J'ai ouvert un nouvel ensemble de comptes bancaires dans une banque différente. J'ai commencé à y détourner la majeure partie de mes revenus, ne laissant juste assez sur nos comptes communs pour maintenir les apparences. Je construisais une voie de sortie, brique par brique. Je savais que j'en aurais besoin. Je ne savais juste pas quand. Le mariage de samedi dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était pour une amie d'Olivia de l'université. Une fête énorme et chère. Olivia était au paradis. Elle adore la foule, un public. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, dont elle avait mentionné avec désinvolture qu'elle était un peu chère, et l'avait payée sur notre carte commune. Elle a passé toute la soirée accrochée au bras de Benjamin, riant bruyamment, faisant spectacle sur la piste de danse. Elle m'a pratiquement ignoré, et je l'ai laissé faire. Je n'étais pas là pour me battre pour son attention. J'étais là pour observer, pour recueillir les dernières données dont j'avais besoin. J'avais le sentiment que la soirée allait être importante. Vers 22 heures, j'étais près du bar en train de parler à l'oncle du marié. Elle était avec Benjamin et quelques autres personnes que je ne connaissais pas. J'ai vu une femme pointer la bague de mariage d'Olivia et demander si elle et Benjamin étaient mariés. Au lieu de simplement dire non et de pointer son vrai mari debout à quelques mètres, Olivia a fait le spectacle.
Elle a ri de ce rire aigu et faux et a dit « Oh, je suis mariée, mais pas à Benjamin, malheureusement. » Puis elle s'est penchée, en toute conspiration, et a dit « Pas vraiment, de toute façon. Ça ne compte pas quand il est ennuyeux. » Le groupe a ri, un rire poli, mais certainement condescendant. Et c'était tout. Pas de colère, pas de grosse explosion dans ma poitrine. Juste une sensation calme et froide de certitude absolue. C'était la confirmation que j'attendais. Ce n'était pas un mariage. C'était une blague. Et j'en étais la chute. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste donné un petit signe de tête de l'autre côté de la salle, un signe de tête qu'elle a probablement interprété comme moi étant attentif, mais ce n'était pas le cas. C'était un signe de reconnaissance, un dernier message reçu. J'ai tourné les talons, suis sorti de cette salle de bal sans regarder en arrière, et suis monté à notre chambre d'hôtel. La fête était finie. Mon mariage était fini. Il était temps d'exécuter le plan. Mise à jour 1. La première chose que j'ai faite dans cette chambre d'hôtel a été d'enlever mon alliance. Je l'ai posée sur la commode et je l'ai regardée pendant 1 minute. J'avais l'impression de retirer un costume. Puis j'ai fait mon sac. Chaque mouvement était calme, délibéré. Je n'agissais pas sous l'émotion. Je suivais une procédure que j'avais répétée mentalement pendant des mois. J'étais un homme exécutant un plan. Rien de plus. J'ai quitté l'hôtel, pris ma voiture et conduit jusqu'à la maison. Pas de musique, juste le silence. Le trajet de 40 minutes était le plus paisible que j'avais ressenti depuis longtemps. Le poids mental de prétendre, d'avaler le manque de respect constant de bas niveau, avait enfin disparu. Je suis arrivé à la maison vers 23h30. Ma maison. La première chose sur ma liste était de sécuriser la propriété. Je suis allé directement au panneau de contrôle de la maison intelligente dans la cuisine. Je suis allé dans les paramètres utilisateurs et j'ai trouvé son profil. 2 clics pour supprimer. Son code d'accès avait disparu. Son badge d'accès était désactivé. Je suis allé au garage et j'ai changé manuellement le code d'entrée. En l'espace d'environ 5 minutes, elle était une étrangère pour ma maison, physiquement exclue. Ensuite, j'ai coupé l'argent. Je me suis assis à mon bureau et je me suis connecté à notre compte bancaire commun. C'était le compte que je maintenais approvisionné pour ses dépenses mensuelles, le paiement de sa voiture, ses achats, ses déjeuners avec des amis. Le solde était de quelques milliers d'euros. J'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel. Puis je me suis connecté à mon compte de carte de crédit principal. Elle avait une carte supplémentaire qu'elle utilisait comme son propre compte de dépenses personnelles. J'ai parcouru les frais récents, la robe pour le mariage, une journée au spa avec la sœur de Benjamin, un nouvel ensemble de bagages pour un voyage entre filles qu'elle prévoyait. J'ai signalé sa carte comme volée. Le compte a été instantanément gelé. Le système de soutien financier avait disparu. Puis est venue la partie difficile. Ses affaires, tout. J'avais une énorme pile de nouvelles boîtes de déménagement à plat dans le garage que j'avais acheté à cette fin exacte. J'ai passé les 3 heures suivantes à effacer systématiquement sa présence de ma maison. Je n'étais ni en colère ni triste. Je ressentais une étrange sensation de détachement, comme si j'étais un régisseur de succession qui débarrassait les biens d'une personne qui était partie. J'ai vidé son immense dressing, le côté de la salle de bain, son espace de bureau à domicile, chaque vêtement, chaque chaussure, chaque bouteille de produits chers. J'étais méthodique. J'ai scellé chaque boîte avec du ruban adhésif et je l'ai empilé soigneusement dans le garage. La maison a recommencé à ressembler à la mienne. C'était calme. C'était ordonné. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un email de 2 mots à mon avocat, déposer les papiers. Puis je suis allé me coucher et j'ai dormi profondément pour la première fois depuis 1 an. Les appels ont commencé le lendemain matin. D'abord, un appel joyeux et ignorant de l'hôtel. Elle pensait que j'étais parti travailler. 1 heure plus tard, un appel en colère et confus. Sa carte avait été refusée lorsqu'elle avait essayé de payer le petit déjeuner en chambre pour elle et Benjamin. 1 heure après cela, pure panique. Elle était sur le porche et sa clé ne fonctionnait pas. J'ai décidé de répondre à celui-là. Thomas, que se passe-t-il? Je suis enfermé dehors, a-t-elle crié. Je sais, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne trouves pas ça drôle? Laisse-moi entrer.
Non, ai-je dit, ma voix complètement neutre. J'ai entendu ce que tu as dit hier soir, Olivia. J'ai entendu tu dire à tout le monde que ton mariage ne compte pas parce que je suis ennuyeux. Alors considère ceci comme moi rendant ta vie un peu plus excitante. Tu es libre maintenant. Tu n'as plus de mari ennuyeux. Et tu n'as plus sa maison ennuyeuse non plus. Elle a commencé à nier. Bien sûr, c'était une blague. J'étais fou. J'avais mal compris. Ça n'a pas d'importance. J'ai dit que c'était fait. Toutes tes affaires sont dans 42 cartons dans le garage. Une société de déménagement vient demain pour les emmener dans un garde-meuble. J'ai payé pour 3 mois. Je t'enverrai les informations quand ce sera fait. Le compte bancaire est vide. La carte de crédit est annulée. Les papiers du divorce seront signifiés lundi. Nous avons terminé. J'entendais Benjamin en arrière-plan lui dire que je bluffais. Lui dire que j'étais juste dramatique. Il l'avait ramené à la maison. Son chevalier servant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle pleuré. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Passe une bonne vie. J'ai raccroché et j'ai bloqué leurs 2 numéros. La phase 1 était terminée. Mise à jour 2. Bien sûr, ils n'ont pas accepté cela facilement. Les gens comme Olivia et Benjamin n'acceptent jamais les conséquences calmement. Ils doivent créer un récit où ils sont les victimes. Pendant quelques heures, ils ont juste traîné. Ma caméra de sécurité les a filmés en train d'essayer les portes, Benjamin se pavanant et essayant d'avoir l'air dur pour la caméra. C'était pathétique. Il a même essayé de donner un coup d'épaule à la porte d'entrée une fois avant d'apparemment réaliser qu'elle était en bois massif et qu'il n'était pas dans un film. Le lendemain, lorsque les déménageurs sont arrivés, ils se sont assis de l'autre côté de la rue dans la voiture de Benjamin et ont tout regardé. J'ai pris soin de sortir chercher le courrier, puis j'ai passé environ 20 minutes à désherber mon parterre de jardin avant, ignorant complètement leur présence. Mon absence totale de réaction semblait les irriter plus que tout le reste. Je sentais leurs yeux sur moi, mais j'ai refusé de leur donner la satisfaction d'une confrontation. L'approche directe ayant échoué, ils sont passés à une campagne de guerre de l'information. C'était le domaine d'expertise d'Olivia. En une journée, le murmure a commencé. J'étais le méchant, le mari jaloux et contrôlant qui ne pouvait pas supporter qu'elle ait un ami masculin. L'histoire qu'ils ont concoctée était que j'avais eu une crise de nerfs au mariage, imaginé des choses et été pris d'une rage violente, la mettant à la porte de sa maison. C'était une histoire bien élaborée, et certaines personnes y ont cru. Le premier coup direct est venu de la mère d'Olivia. Elle m'a laissé un long message vocal larmoyant sur à quel point elle était déçue de moi, comment Olivia était en miettes et comment je devais être un homme et réparer le gâchis que j'avais fait. J'ai enregistré le message vocal mais n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu des SMS de certaines tantes d'Olivia, des messages accusateurs et en colère. J'étais un monstre. J'étais violent. Ils allaient s'assurer que tout le monde connaisse la vérité. Ils essayaient de m'isoler. Ils ne se rendaient pas compte que je les avais déjà isolés. Je savais que j'avais besoin de preuves. Des preuves solides. Un mariage est un événement public, et en 2025, tout est filmé. Je ne voulais pas avoir affaire aux vidéastes officiels. J'ai pensé à qui aurait le plus de séquences. La cousine plus jeune de la mariée, une fille nommée Maya. Elle avait été collée à son téléphone toute la nuit, filmant tout pour son Instagram. Je l'ai trouvée en ligne et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que je préparais un petit livre souvenir pour la mariée et le marié et que j'aimerais avoir ces séquences de la réception. Elle était heureuse d'aider. Elle m'a envoyé un lien vers un dossier contenant toutes ces vidéos. J'ai passé 1 heure à les parcourir et puis je l'ai trouvée. Une vidéo de quelques personnes sur la piste de danse, mais en arrière-plan, parfaitement cadrée et parfaitement audible, se trouvait la conversation au bar. La femme posant la question, le rire faux et aigu d'Olivia, et sa voix cristalline, disant « Pas vraiment, de toute façon. Ça ne compte pas quand il est ennuyeux. » C'était ma balle d'argent. J'ai coupé la vidéo, juste ce segment de 10 secondes. Je n'allais pas la poster pour que le monde la voie. Ce n'était pas le plan. Le plan était chirurgical. J'ai envoyé un SMS de groupe. Les destinataires étaient une liste très spécifique de personnes, la mariée et le marié, les parents d'Olivia, sa sœur, et la petite amie de longue date de Benjamin, Émilie. J'avais son numéro d'un dîner.
Le texte était court. Je sais que vous avez tous entendu beaucoup d'histoires. Je veux juste que la vérité soit claire. Voici un extrait du mariage de samedi. L'audio est ce qui compte. C'est pourquoi mon mariage est terminé. J'ai joint la vidéo et j'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis parti marcher longtemps. Mise à jour finale. Cela fait 6 mois. Le divorce est final. Mon avocat a dit que ce fut l'un des plus rapides qu'il ait jamais vu. Une vidéo de votre femme renonçant publiquement à votre mariage a tendance à éliminer tout son pouvoir de négociation. La vidéo n'a pas seulement mis fin à mon mariage, elle a mis fin à leur monde entier. La mariée et le marié étaient furieux contre Olivia pour avoir créé un drame si toxique lors de leur mariage et l'ont complètement coupé. Ils m'ont même envoyé des excuses séparées, ce qui était un geste de classe. Les parents d'Olivia ont été la véritable histoire. Ils sont obsédés par leur image publique et la vidéo de leur fille se comportant de manière si vulgaire était l'humiliation ultime. L'histoire que j'ai entendue est qu'ils l'ont confrontée avec la vidéo et quand elle n'a pas pu le nier, ils ont complètement retiré leur soutien, à la fois émotionnel et financier. L'avocat qu'elle avait engagé à leurs frais a été rapidement licencié. On lui a dit de trouver un emploi et de se débrouiller seul pour la première fois de sa vie. Benjamin a eu le pire. Sa petite amie Émilie a été une tempête de feu. Elle ne l'a pas seulement larguée. Elle est devenue publique. Elle a posté le clip vidéo sur ses propres réseaux sociaux, identifiant les deux. Elle a écrit un long message sur les années de mensonges et d'irrespect, elle les a brûlés. L'histoire est devenue virale dans notre cercle social. Leur campagne de diffamation contre moi a été instantanément oubliée, remplacée par un jugement public d'eux. J'ai également entendu d'un ami que le père d'Émilie, qui est un homme d'affaires local de premier plan, avait passé quelques appels. La carrière de vendeur de Benjamin, qui reposait fortement sur la réputation et le réseautage, est maintenant en ruine. La vie d'Olivia, d'après ce que j'ai reconstitué, a complètement implosé. Elle n'a pas d'argent. Ses parents lui parlent à peine, et ses amis se sont dispersés. Benjamin, maintenant un paria social, ne veut rien avoir à faire avec elle. Elle a dû trouver un travail de serveuse pour subvenir à ses besoins. Elle vit dans un petit appartement avec 3 colocataires. La vie excitante à laquelle elle pensait avoir droit a disparu. J'ai vendu la maison. Je voulais un nouveau départ. J'ai acheté un endroit plus petit, un appartement en centre-ville avec une belle vue. C'est mon espace. C'est calme. La meilleure vengeance n'était pas de la mettre dehors. C'était simplement de montrer aux gens la vérité. Elle et Benjamin ont construit toute leur relation sur un fondement de mensonges et d'irrespect. Tout ce que j'ai fait, c'est tenir un miroir. Ils n'ont pas supporté le reflet. Elle m'a traité d'ennuyeux. Peut-être que je le suis. Mais ma vie est stable. Elle est honnête. Elle est paisible. Sa vie, celle qu'elle a choisie, est un désordre chaotique. Elle s'est réveillée seule dans cette chambre d'hôtel. Mais la vérité est qu'elle était seule dans notre mariage depuis longtemps. Je viens juste de le rendre officiel.